Accepter les défis afin de pouvoir ressentir l'exaltation de la victoire. Cette citation de l'illustre général américain George Patton pourrait, comme le contexte semble l'indiquer, être un cri de ralliement guerrier, destiné à des troupes en quête de gloire. Pourtant, cette citation pourrait très bien convenir au trio le plus infernal des années 60, Clark, Chapman, Lotus. Et si Colin Chapman savait faire des voitures rapides, légères, mais néanmoins dangereuses, il fallait toute la vista et la fluidité du pilotage de celui qu'on surnommera Mr. Smooth pour maintenir la belle mécanique d'Eiffel sur la piste. Paradoxalement, le jeune Écossais eut ses premiers faits d'armes en rallye et en course de côte. Pourtant, malgré un talent évident, le fils de riches fermiers originaire du Berwickshire n'obtient pas le soutien escompté de la part de ses parents, qui le voient plutôt dans la culture et dans l'élevage. Finalement, grâce à des contrats, il obtient un volant dans l'entité de Jog McBain, à savoir les Border Drivers. Lors d'une course de tourisme à Brands Hatch, au volant d'une Lotus Elite, Clark mystifie le patron pilote Colin Chapman, mais un accrochage entre les deux provoque la victoire de Chapman, et Clark doit se contenter de la seconde place. Malgré la leçon de pilotage reçue, Chapman, pas rancunier, engage Clark au Mans en 1959, et ce dernier termine 10ème au scratch et 2ème de la catégorie GT 1.5 litre. Cherchant un volant en F1, Clark se lie avec Aston Martin, mais cette dernière se révélant catastrophique, Clark décide de rejoindre Lotus en F1 pour la saison 1960. Sa première course en F1 a lieu à Zandvoort aux Pays-Bas en remplacement de John Surtees, retenu dans une course de moto. Il navigue 5ème avant que sa boîte de vitesse le lâche. Le Grand Prix suivant en Belgique est un calvaire. Clark est témoin de l'accident mortel de Chris Bristow, et son coéquipier Alan Stacey meurt également. Dans cette ambiance lourde, Clark parvient à inscrire des points en terminant 5ème. Excepté au Portugal où il réalise un exploit en terminant 3ème après un crash aux essais, la suite de la saison est assez compliquée. Néanmoins, il finit sa saison sur une bonne note, en finissant champion de F3 britannique. Clark rempile chez Lotus en 1961, mais sa saison souffle le chaud et le froid. S'il est brillant avec 2 podiums en France et aux Pays-Bas, Clark n'a pas encore la voiture pour gagner. Et son coéquipier Innes Ireland ne s'en tire pas mieux. Clark gagne quand même à Pau dans une course hors championnat avec sa Lotus 21. Surtout, sa fin de saison est marquée par un accrochage avec la Ferrari de Wolfgang von Trips, alors en lutte pour le titre. La monoplace du comte est projetée dans la foule et tue 15 personnes, dont l'infortuné pilote allemand, offrant ainsi le titre à son coéquipier Phil Hill. En 1962, Clark fait équipe avec le jeune Trevor Taylor. Surtout, il dispose de la nouvelle Lotus 25, monoplace révolutionnaire puisque cette voiture est la première monoplace en monocoque aluminium, ce qui permet d'améliorer la rigidité et d'être 2 fois plus légère que sa prédécesseur, la Lotus 21. Équipée du moteur Climax, cette voiture est une arme démoniaque aux mains de Clark qui s'impose en Belgique, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. À East London en Afrique du Sud, Clark est en lutte pour le titre avec les ennemis de toujours, Graham Hill et sa BRM. Clark est en tête et creuse l'écart d'une demi-minute sur Hill à mi-course. Là, un boulon du carter d'huile saute sur la Lotus de Clark et l'Écossais doit mettre pied à terre, ce qui offre le titre à Graham Hill. Hill, qui savoure sa victoire sur son ancien employeur, glisse subrepticement à Chapman « Colin, venez prendre des cours chez BRM pour apprendre à serrer des boulons. » Ambiance. Clark et Chapman se croient maudits. Ils se trompent. 63, c'est l'année Clark. 7 pôles, 7 victoires, les titres pilote et constructeur, bref, un carton plein pour Lotus. La marque d'Eiffel aurait pu même faire mieux, et le grand chelem avec les 500 man d'Indianapolis. Mais Parnelli Jones et des commissaires arrangeants briseront le rêve du duo doré britannique. Se sachant attendu en 64, Clark réalise un gros début de saison avec 3 victoires en 5 courses. En lutte pour le titre, il perd tout en fin de saison suite à une fiabilité affreuse du moteur Climax. Clark ne termine que 3ème à 8 points du nouveau champion du monde John Surtees. En 65, Clark et Chapman sont dans une opération reconquête, avec une nouvelle arme, la Lotus 33. Cette dernière est une évolution de la Lotus 25, avec toujours le moteur Coventry Climax et des pneus Dunlop. La saison commence le 1er janvier en Afrique du Sud, et Clark frappe très fort dès le début de saison, en signant la pole position 9 dixièmes devant Surtees. À l'issue d'une course menée de bout en bout, Clark prend les 9 points de la victoire. Le championnat ne reprenant pas avant mai à Monaco, Lotus et Clark s'envolent au sud du monde, en Australie et en Nouvelle-Zélande, remporter le championnat de Formule Tasman, avec une Lotus 32B de Formule 2 devant McLaren, Hill ou encore Jack Brabham. Clark enchaîne avec le championnat d'Océanie de F1, puis avec les trophées de France en gagnant à Pau, à Rouen et enfin à Albi. À Monaco, Clark est absent, puisqu'il est engagé sur l'ovale des 500 miles d'Indianapolis, au volant de la Lotus 38 Ford.
Une fois n'est pas coutume, Clark n'est pas en pôle, puisque c'est Edgy Foyt qui réalise la pole position à la vitesse de 242 km/h de moyenne. Devant 250 000 spectateurs, Clark prend rapidement le contrôle des opérations. Bien aidé par une voiture équilibrée et par un pit stop ultra rapide, Jim Clark devient le premier Européen depuis 1920 et un certain Gaston Chevrolet à s'imposer sur l'ovale le plus célèbre de la planète. Cette fois-ci, Clark finit en tête, juste devant Parnelli Jones. Symbole de l'exploit de Clark, seuls 5 autres Britanniques se sont imposés à Indianapolis. Dario Resta en 1916, Graham Hill en 1966, Dan Wheldon en 2005 et 2011, et enfin Dario Franchitti en 2007, en 2010 et enfin en 2012. La saison est déjà réussie, mais Clark en veut plus, et veut entrer dans le club très fermé des multiples champions du monde de Formule 1, comme Fangio, Ascari ou encore Jack Brabham. En Belgique, pour le 3e Grand Prix de la saison à Spa-Francorchamps, Clark reçoit la dernière évolution du moteur Climax qui permet d'augmenter la puissance à 213 chevaux contre 205 précédemment. Discret lors des essais, Clark profite du premier tour pour mystifier Hill sous la pluie, puis prend une belle avance sur Stewart. Sauf que voilà, la Lotus 33 fait des siennes et l'embrayage commence à montrer des signes de faiblesse. L'écart est passé de 1 minute 20 à 25 secondes en quelques tours. Finalement, la Lotus tient le coup et s'impose à la BRM de Stewart avec le meilleur tour en course. On continue dans la francophonie avec le Grand Prix de France situé sur le circuit de Charade à côté de Clermont-Ferrand. Long de 8 km, Charade est un circuit bucolique à flanc de colline, surnommé le Petit Nürburgring. C'est la première fois qu'il accueille la F1. Comme à son habitude, Clark démarre timidement avec son mulet qui est une Lotus 25, et même il part à la faute suite à une rupture de suspension. Remis de ses émotions, Clark reprend la Lotus 33 pour la qualification et claque la pole, une demi-seconde devant Stewart et 8 dixièmes devant les deux Ferrari de Bandini et de John Surtees. Cette course va se révéler être une nouvelle démonstration pour le pilote écossais qui, comme à son habitude, va prendre la tête dès le premier virage, imposer un gros rythme pour tuer la course, puis se laisser tranquillement glisser vers le drapeau à damier. Derrière Clark, Stewart termine 2ème avec sa BRM et Surtees termine 3ème totalement alargué à plus de 2 minutes. Quant à Bandini, il sortira de la route et heurtera un talus à 4 tours de la fin. Avec un nouveau hat-trick, Clark assomme le championnat et possède 10 points d'avance sur les deux BRM Boys de Hill et Stewart. Pour le 5e Grand Prix, tout le gratin de la F1 se retrouve à la maison, dans la Mecque du sport auto à Silverstone. En effet, depuis 1950, la tranquillité de la verdoyante bourgade est bousculée chaque juillet par le vrombissement des moteurs de F1. Et pour une fois, la météo en Angleterre est clémente, et les 20 pilotes vont jouer des coudes sur l'ancienne base aérienne de la RAF dans des conditions optimales. BRM est venu avec un nouveau moteur V8, et cela se sent. Graham Hill est le plus rapide au début du week-end, mais se fait chipper la pole vendredi matin par Clark. Sur un terrain plus propice à la performance moteur, Richie Ginter place la Honda à la 3ème place, Stewart est 4ème, Surtees 5ème et Mike Spence est 6ème. Le départ a lieu sous un temps maussade et surprise, Richie Ginter effectue un super départ et installe sa Honda en tête. Mais pas longtemps, dès le virage de Beckett, Clark reprend son bien. D'autant plus qu'après le premier tour, Ginter perd de la puissance moteur et il passe 2ème avec sa BRM. Il arrive à maintenir un écart autour des 3 secondes avec Clark. Mais il est ensuite retardé par un problème de frein et il perd du temps sur le saphir écossais. Même si la course semble sous contrôle, c'est maintenant le clan Lotus qui angoisse quand le moteur de Clark commence à ratatouiller. Même avec 36 secondes d'avance, une course n'est jamais gagnée. Et il revient fort sur Clark dont la situation ne s'arrange pas. En effet, la Lotus est touchée par un problème de pression d'huile. Mais malgré son attaque, il échoue à 3 secondes de Clark à l'arrivée. Et avec cette 4ème victoire en 4 courses disputées, Clark enfonce le championnat. Il a désormais 13 points d'avance sur Hill et 17 points d'avance sur Stewart. Chez les constructeurs, Mike Spence n'apporte pas le soutien escompté et l'entité d'Eiffel n'a que 5 points d'avance sur BRM et 16 points d'avance sur Ferrari. À la mi-saison, Clark est le favori, mais Zandvoort peut rabattre les cartes. Et chez Lotus, Clark bénéficie de 2 Lotus 33 pour ce week-end, car Spence doit se contenter de la vieille Lotus 25, mais comportant toutes les évolutions de la Lotus 33. Et une fois n'est pas coutume, c'est Hill qui bouscule la hiérarchie et signe la pole position devant Clark et Ginter. Mike Spence, lui, est 8ème. Et surprise, une nouvelle fois, c'est Ginter qui refait le coup de Silverstone et prend la tête devant Hill et Clark. Dès le 2ème tour, Hill attaque Ginter au freinage de Tarzan. Il prend tout de suite le large sur la Honda, et Ginter tente de résister mais Clark déborde le pilote américain 3 tours plus tard. Ayant fait sauter le bouchon américain, Clark attaque fort pour remonter sur Graham Hill, qu'il dépasse presque aussitôt. Mais la partie n'est pas encore gagnée car Clark a beau virevolter dans les dunes bataves, il n'est qu'à 4 secondes au 20ème tour. D'autant plus qu'à la 3ème place, la bam-bam de Don Gurney remonte fort sur le duo de tête. Victime d'un problème de contour, Hills cède devant Gurney, qui donne son maximum pour revenir sur la Lotus. D'autant plus que c'est maintenant Stewart qui produit son effort en passant 2ème derrière Clark. Le pilote BRM s'accroche à 8 secondes de Clark
au 50e tour et possède 2 secondes d'avance sur la Brabham de Dan Gurney. Les 30 derniers tours n'apportent aucun changement et c'est Clark qui s'impose pour la 5e fois de la saison devant Stewart qui fait office de challenger en cette saison 65. Gurney lui est 3ème et décroche son premier podium de la saison. Il reste 4 grands prix et on voit mal Hill et Stewart, relégués à une vingtaine de points, revenir sur le Saphir de Lotus. Le 7ème Grand Prix de la saison a lieu sur le légendaire circuit Nürburgring, long de 22 km 810. Surnommé l'Enfer Vert, le Nürburgring est considéré comme le circuit européen le plus difficile. Tracé au milieu de la forêt, le tourniquet allemand est extrêmement technique avec 176 virages et possède des dénivelés qui peuvent atteindre 17%. A noter que 3 Lotus officiels seront présentes, Clark et Spence auront la Lotus 33 et le pilote local Gerhard Mitter loue la voiture de réserve, à savoir la Lotus 25C. Sur ce circuit qui met en valeur le talent des pilotes, Clark est une nouvelle fois impérial en qualification et signe la pole devant les 2 BRM. Les autres Lotus sont bien aussi, car Spence est 6ème et Mitter est 12ème. Clark, comme à son habitude, prend le contrôle des opérations très rapidement et emmène un gros rythme devant Hill. Derrière, Spence profite des déboires techniques de Ferrari et de la faute de pilotage de Stewart pour emmener le peloton à la 3ème place. Malheureusement, un bris de transmission mettra un terme à sa course et Mitter abandonnera également. Devant, Clark maîtrise et s'en va faire coup double, la victoire et le titre. 6 courses, 6 victoires, une nomination sans partage, 65 c'est l'année Clark. Même avec une course d'absence à Monaco, Clark était intouchable cette saison. Mais cette dernière n'est pas terminée, et le 8ème épisode de la saison a pour théâtre le temple de la vitesse, à Monza en Italie. À la maison, Ferrari apporte 4 voitures pour Scarfiotti, Vaccarella, Lorenzo Bandini et John Surtees. De nouveau, on fait appel à un 3ème pilote local chez Lotus, sur la personne de Jacopo Russo, surnommé Gecchi. Mais Chapman, une nouvelle fois, est dur d'affaire puisque l'espoir milanais champion de F3 italienne doit se contenter d'une Lotus 25C avec un moteur rendant 15 chevaux aux autres Climax. D'autant plus que le pilote italien ne peut pas prendre le départ de la première séance, car la voiture est réservée à Clark et à Spence en cas de casse sur leurs voitures respectives. Pendant que Clark signe la pole et que Spence est en 3ème ligne, Gecchi n'est que 20ème, à plus de 5 secondes de son chef de file écossais. Mal parti derrière les 2 BRM, Clark reprend son bien avant la fin du premier tour, mais les BRM ne lâchent rien et continue de coller au basque de l'Écossais. Ils s'échangent tour à tour le commandement. C'est alors que Surtees revient sur le trio de tête pour prendre les commandes, avant de les lâcher presque aussitôt. En effet, l'embrayage rend l'âme au 30e tour. Il a repris la tête devant les 2 Écossais Clark et Stewart. Derrière eux, Gurney et sa Brabham restent au contact sans pouvoir tenter quelque chose. D'autant plus qu'il a perdu temps sur le trio de tête suite au dépassement des retardataires. Coup de théâtre à 20 tours de la fin, Clark est victime d'un problème de pression d'essence et perd le contact avec les 2 BRM. Puis à 11 tours de la fin, Clark range sa voiture en panne sur le bas-côté. Spence lui aussi abandonne sur un problème d'allumage, et Gecchi renonce également sur un problème de boîte. Ces bris mécaniques permettent à Stewart de remporter sa première victoire en F1 après avoir résisté à Hill. Le 0 pointé de Lotus rabat les cartes au championnat constructeur, car BRM avec le doublé n'est qu'à 12 points de la marque de Colin Chapman. La tournée américaine sera décisive. À Watkins Glen, Lotus accueille le pilote mexicain Moises Solana. Clark échoue de peu dans la quête de la pole position face à Hill, et Spence est en forme lui aussi avec la 4ème place. Hill maîtrise le départ, mais pendant une dizaine de tours, la bataille est terrible entre les 2 Britanniques. Mais Clark comme Spence seront trahis par leur moteur Climax dès le début de course. Quant à Solana, il terminera 12ème. Ce manque de fiabilité criant permet à Hill de gagner sa seconde course de l'année après Monaco. Gurney, lui, enchaîne un 4ème podium consécutif, et Brabham cueille son premier podium de la saison. Le dernier Grand Prix se déroule sur le circuit Magdalena Mixuca, connu aujourd'hui sous le nom de Hermanos Rodriguez à Mexico, sous une chaleur écrasante. Clark veut bien terminer cette saison 65, et le pilote écossais met toutes ses chances de son côté, car il signe la pole position devant Gurney et Richie Ginter. Mike Spence est 7ème et Solana 10ème. Clark se fait surprendre au départ et se fait souffler la première place par Ginter et par Stewart. Comble de l'insolence, Clark est débordé par Mike Spence. Ce dernier lutte même avec Stewart et Ginter pour la victoire, alors que son coéquipier champion du monde abandonne sur casse-moteur. Spence mènera une superbe course, mais sera lâché progressivement par Ginter, puis dépassé par la Brabham de Gurney. Finalement, le jeune Britannique sauve sa saison en terminant 3ème de ce dernier Grand Prix, ce qui permet à Lotus d'assurer le titre constructeur devant BRM et Brabham. Malgré une fin de saison difficile avec 3-0 pointés en 3 Grands Prix, Clark aura été dominant avec 6 pôles et 6 victoires, le titre pilote, les 500 miles d'Indianapolis, la Tasman Series, la F2. Bref, 65 aura été une razzia. Clark aura totalement éclipsé son équipier cette saison. Malheureusement, Clark ne sera plus jamais champion du monde. 66 sera difficile pour Lotus, avec le changement de réglementation moteur. En effet, le H16 de BRM est incapable de suivre le Repco et se révèle trop lourd et trop peu fiable. On croit au retour de Clark en 1967, mais la nouvelle arme de Lotus, à savoir la Lotus 49, est trop verte, d'autant que Hill est de retour chez Lotus et que ce dernier se révèle être un adversaire redoutable.
Brabham via Dennis Hulme est de nouveau champion du monde. En 68, Clark est une nouvelle fois favori et remporte sa 25e victoire en Afrique du Sud. Mais une crevaison sur le tourniquet d'Hockenheim enverra la Lotus F2 de Clark dans un arbre et sonnera la fin du pilote le plus talentueux de sa génération, qui avec 2 titres pilotes, 25 victoires en F1, 33 pôles, 28 meilleurs tours, 32 podiums, 11 hat-tricks et 8 grands chelems, se sera taillé un palmarès extraordinaire et aura à sa manière contribué à la légende de Lotus en Formule 1.